commune par commune, ville par ville, pour pouvoir y arriver. C'est dur, mais on va y arriver et je reste optimiste. Alors, il y a une rubrique tous les matins dans Mars Attack, c'est une rubrique chanson marocaine. On essaie de dépoussiérer le patrimoine culturel marocain, de la chanson marocaine. Aujourd'hui, nous avons choisi Khdi-Rask de Hossein Slaoui. Ça marche. Donc, Hossein Slaoui qui a eu une vie courte peut-être, brève, mais extraordinaire. Très riche. Et on se disait, tout le monde chante, comment se dit qu'aucun scénariste n'ait écrit quelque chose? C'est vrai. Il y a un film extraordinaire à faire sur la vie de Slaoui, ouais. Hossein Slaoui. Je crois que c'est une chanson qui remonte à la fin des années 50, en 1956, je pense. 50. Et c'est quelqu'un qui, déjà à l'époque, partait en France, chez Pathé Marconi, enregistré. Bah oui, il avait connu un musicien français, un guitariste français, et il avait amené à Paris justement enregistrer ses disques. C'est là qu'il enregistrait ses... Mais il faudrait un Fellini, Lino, pour Hossein Slaoui. والجان صافين عالزيت اسي مدابزين المسكين هو وفي بلطو السقع هرست خريعتو من عنده زويده يسلفو إذا ما تباع الأموال. 8h55, Mars Attack reçoit Moussi Berkhiat, ministre de la Jeunesse et des Sports, avec Aziz Daouda, avec Belaï Bouhemid. Khdi-Rask, vous savez pourquoi on a... Laïfouzobik. Alors dites-moi pourquoi, Lino. Non, ne vous méprenez. Non, parce que vous êtes un ministre qui est toujours en première ligne, je crois. Non? Ah, c'est toi qui le dis. Et un petit peu comme tous ceux qui sont exposés, Oui, et là vous êtes interpellé par un pur produit du terroir. Non, mais je te réponds, Lino. Encore une fois, moi je suis marocain à fond, de cœur marocain, mais j'ai une mentalité anglo-saxonne. On m'appelle, c'est un petit peu choqué, mais c'est pas grave. J'ai l'esprit un peu américain, de par ma formation et de par le fait que j'ai travaillé pendant 10 ans dans une boîte américaine. Et donc, en tant que Marocain qui adore son pays, j'ai une mission qui est limitée dans le temps. Et il fallait que je fasse vite au vu des problèmes et du diagnostic de départ, entre autres de ce dont on parlait tout à l'heure, etc. Donc j'ai dit, il faut fixer la barre très haut, mettre des objectifs élevés, les annoncer pour créer une dynamique. Et cette dynamique doit être une dynamique de l'ensemble des intervenants de l'environnement du sport. Et puis si on arrive à 50% de ce que l'on dit, c'est déjà pas mal. Et puis je serai parti, il y a un autre ministre qui viendra, et puis j'espère que ça partira. Mais en fait, quand vous avez une machine ou un train qui est à l'arrêt et qu'il faut le faire redémarrer, le plus dur, c'est les 3-4 premières années pour qu'il prenne sa vitesse de croisière. Et je pense que le fait d'avoir fixé des objectifs ambitieux, une vision qui soit volontariste, c'est quelque chose qui va aider le sport in fine, même si ça m'aide pas et que beaucoup de gens diront il a beaucoup parlé, il a fait que la moitié de ce qu'il a dit. Déjà la moitié de ce que j'ai dit, ça sera pas mal par rapport à... C'est un peu plus que... Ouais, c'est un peu plus qu'une fermeture de Moulay Rachid. Sauf que le train n'était pas à l'arrêt, il avançait à reculons. Ce qui est encore plus grave. Mais c'est ça la mentalité anglo-saxonne, monsieur le ministre, parce qu'on vous a tellement critiqué. Vous êtes nombreux à nous envoyer des SMS au 50-30, donc 6 dirhams TTC. Les stades de quartier, pépinières de footballeurs. Oui. Mohamed de Rabat. Oui, c'est vrai. J'étais à Inns la semaine dernière, on a ouvert un petit stade de quartier. Et puis j'ai trouvé un jeune qu'on appelle Eto. Alors du coup, j'appelle Nasser Larguet et je lui dis j'ai trouvé un Eto à Casa. Et sa réponse était directe. C'est que si on l'appelle déjà Eto, c'est que c'est mauvais signe parce que déjà il a pris la grosse tête. Donc il faut que... Donc on va l'envoyer pour qu'il puisse être testé à l'Académie Mohamed VI. Mais l'idée c'est quoi? L'idée c'est que ces stades de quartier soient des pépinières de détection, pas seulement en football. Mais j'étais ravi de voir hier un reportage à la télé où les gens jouaient au basket, etc. Donc il y a différents sports qui vont renaître grâce à ces stades de quartier. Et puis ce qui me fait plaisir, c'est qu'on a mis ces stades partout, pas seulement dans les villes, mais aussi dans le milieu rural. Il y a un championnat de quartier de basketball à Glimim. Oui. Championnat de quartier. Alors, pourquoi monsieur le ministre ne prendrait-il pas monsieur Daouda comme conseiller et profiter de son immense expérience? D'abord, Aziz Daouda est un ami. Et ensuite, Aziz Daouda, il est conseiller de la Confédération africaine. Il est directeur technique de plusieurs fédérations. Et en même temps, un consultant sportif. Donc, il est déjà très, très, très rempli. Mais ce qu'il faut savoir, et je le dis de manière très, très claire, à chaque fois que j'ai besoin d'un service ou d'un conseil, je fais appel à Aziz Daouda, on prend un café, il me donne le conseil et je le prends en considération. Donc, il faut qu'il sache que le ministère, c'est chez lui et qu'on se sent très à l'aise avec lui. Donc le fait qu'on n'ait pas formalisé cette relation, c'est juste qu'on est limité. Aujourd'hui, j'ai 4 conseillers. J'ai Saïd Belkhiat pour le foot.
J'ai Younes Ainaoui pour le tennis, Nzahabi Douane pour l'athlétisme, qui est d'ailleurs l'élève de Aziz Daouda, et enfin Adil Belgaïd pour tout ce qui est sport de défense, et qui fait que donc c'est une belle brochette de conseillers. Et c'est Aziz, c'est clairement quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience et qui pour moi reste le meilleur technicien de l'athlétisme peut-être dans le monde. Alors, de l'eau à votre moulin, c'est Reda. Arrêtons de nous raconter des histoires. Nous sommes à des années-lumière des niveaux des formateurs étrangers. Bravo, monsieur le ministre, il faut continuer. Écoutez, ce que j'ai dit n'est pas populaire. Je le sais, j'en suis conscient. Encore une fois, je veux qu'on comprenne ce que je dis. J'ai un respect immense pour l'entraîneur national. J'ai un respect immense pour Abdelkhalq Louzani, pour Hamid Douche, pour tous les gens qui ont donné beaucoup à ce football. Ce respect immense. Bouhdewi au niveau du handball, etc. J'ai un respect immense pour ces gens. Maintenant, la seule chose que je dis, c'est qu'il faut qu'aujourd'hui, ces gens qui ont cette expérience puissent passer leur expérience à d'autres jeunes. Pour qu'ils passent et ils fassent le passage de témoins, il faut qu'ils aient une formation académique. C'est très important. Donc, je les invite à venir au ministère, qu'on discute sur les meilleures manières de pouvoir le faire, et on le fera. Mais soyons clairs, on ne parle pas de 5 ou 10 entraîneurs. On a besoin de 300, 400 entraîneurs. Il y a 45 sports olympiques et non olympiques. On a besoin de 6-7 entraîneurs par sport. 7 fois 45, ça fait le compte. Donc, il faut qu'on prenne de la hauteur par rapport aux choses. 45 sports où on parle de 5 ou 10 entraîneurs, franchement, il ne faut pas exagérer. On est un pays de 30 millions de gens, on a des ambitions sportives importantes. Il nous faut 300 jeunes étudiants qui puissent être formés tous les ans pendant 20 ans pour pouvoir y arriver. En fait, il faudrait des centaines d'entraîneurs dans chaque discipline, ça c'est certain. Ouais. Parce qu'il n'y a pas uniquement les clubs d'élite, il y a aussi les régions, il y a les formations de jeunes, etc. Les animateurs. À un moment donné, on avait estimé le besoin sportif. C'était vers la fin des années 80, je pense. On avait estimé le besoin du Maroc en cadre sportif au-delà de 45 000 cadres. Ben voilà. Donc on est loin. On est loin de tout ça. On est loin, franchement. Soyons honnêtes, on est loin de tout ça. Cadre de tout niveau. On a beaucoup parlé de formation, on a parlé d'infrastructure. Je voudrais parler maintenant de ce qui est des partenariats avec les fédérations, l'accord cadre. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler aujourd'hui Alors, c'est très simple. Je suis arrivé. Je ne dis pas les bons et les mauvais, mais disons ceux qui s'inscrivent dans la bonne ligne, ceux qui se distinguent. On a appliqué une méthode managériale. Je suis arrivé, j'ai dit quelles sont les relations qui régissent le ministère avec les fédérations. Donc, d'un point de vue légal, on leur mandate un service public. Ils sont délégataires d'un service public. Donc, en fait, ils ne peuvent faire leur activité que par délégation du ministère. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il n'y a absolument rien. Il n'y a aucun document entre nous. Et tous les ans, il y a des millions de dirhams, si ce n'est des dizaines de millions de dirhams, de subventions qui vont à ces fédérations, sans contrôle, sans engagement, sans résultat. J'ai rassemblé les fédérations toutes ensemble. C'était peut-être la première fois que ça se faisait depuis très très longtemps. Je pense que c'était la première fois. 50 fédérations 45 exactement, 45 fédérations. Et je leur ai dit, bon, voilà la manière dont je voudrais travailler. Moi, je voudrais vous apporter plus de soutien, plus de support, plus de logistique et plus d'argent. Et en contrepartie, je voudrais avoir la traçabilité de l'argent. Et puis surtout avoir des engagements sur une politique sportive sur 4 ans avec des objectifs à atteindre. Donc tout le monde s'est inscrit dans cette démarche. Et nous avons commencé les négociations avec les fédérations. Donc, la première fédération avec qui on a signé, c'est la fédération de tennis. Et la dernière, c'est la fédération d'athlétisme. Et on a mis un processus de 3 mois pour signer avec ces 45 fédérations. Chaque fédération a un contrat aujourd'hui de 12 pages. Et dans les 12 pages, on a écrit des choses. Donc des obligations du ministère, des obligations de la fédération et surtout un engagement de politique sportive sur 4 ans. Chaque fédération s'est engagée à avoir un commissaire aux comptes et surtout à pouvoir nous donner les bilans et les comptes d'exploitation pour la première fois de l'histoire du Maroc sportif. Suite à cela, nous avons mandaté 3 grands cabinets internationaux d'audit. Et nous avons audité les 45 fédérations. Donc on m'a fait la restitution la semaine dernière. Et il y a des conclusions majeures qui ressortent. Première conclusion, c'est que globalement, sur le plan technique, sur le plan sportif, ça roule. Il y a les championnats qui sont faits, les Coupes du Trône qui sont faits, c'est globalement structuré. Mais là où le bas blesse, c'est clairement au niveau de tout ce qui est administratif et gestion, puisqu'il y a des fédérations où les documents sont
sont vraiment... Sont éparpillés. Il y a une fédération où les documents sont dans le coffre d'une voiture. Donc, mais généralement, après l'Assemblée Générale, le président et le secrétaire général prennent les documents et les amènent à la maison. Hein, et on recommence à zéro. C'est-à-dire archive zéro. Le problème, il est là. C'est que les passations lors des changements ne se font pas. Ne se font jamais. Et quand un bureau part, il part avec ses documents. Et donc, en fait, il y a une association entre la personnalité du président et la fédération qui fait que culturellement, le président et l'association ou la fédération ne font qu'un. Alors qu'en réalité, la fédération devrait être une institution qui continue dans le temps. Et le président, c'est quelqu'un qui est là pour faire son temps. À son successeur, il passe le dossier complet. Exactement. Les hommes passent, les fédérations restent. Exactement. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Donc quelque part, on va restituer tout ça à nos fédérations. Il faut dire aussi que jusqu'à présent, il y a eu un peu de moyens, on va dire, flagrants au niveau du sport qui fait que les fédérations n'ont pas eu les moyens. Et il y a aussi une culture qui s'est développée et qui fait que dans le sport, tout est gratuit. Or, le sport moderne veut que maintenant, chaque prestation soit payante. Et donc, il faudrait qu'on puisse changer cette culture, qui fasse que les clubs commencent à payer les prestations et qu'on puisse trouver et séparer entre payer une prestation et le moyen de la financer, qui sont deux problèmes différents. Une prestation doit être payée à son juste prix, et la manière de financer cette prestation doit être réglée de manière différente et en sachant que quelqu'un d'autre devrait payer cette prestation. Mais il est certain aujourd'hui qu'il y a un changement de mentalité qui doit s'opérer. Je suis heureux de voir qu'il y a eu quand même un changement de gouvernance et de qualité des présidents, puisque aujourd'hui on a de plus en plus de présidents managers. Ça a des avantages, ça a des inconvénients. Mais globalement, je pense qu'on est en train de restructurer tout ça. Un exemple, j'arrive, fédération natation, les parents de Sarah Bekri viennent me voir à la maison, plutôt au bureau. Ils me disent, voilà, on a notre jeune fille, elle a 22 ans, elle est en France, elle va aller aux États-Unis. Elle n'est pas sélectionnée en équipe nationale. Donc j'arrive, j'essaie d'analyser ce qui se passe. Finalement, il y a une assemblée générale. Le président de la fédération qui a donné beaucoup à la natation pendant 25 ans, il a donné. Donc, a cédé sa place à un manager. Le manager s'est engagé à le garder en tant que vice-président et à travailler, à faire en sorte à ce que l'expérience avec tout ce qui est technicité managériale travaille de pair. Ils ont ramené Sarah ensemble. Ils ont fait des stages de haut niveau d'équipe nationale. Ils ont organisé la Coupe d'Afrique des Nations. Sarah, ça a été la révélation. Celui qui n'en voulait pas, il l'a ramené alors. Oui, mais finalement, parce que finalement, dans le sport, il y a tellement de choses qui sont liées à l'ego, qui sont liées à au club, aux choses personnelles, etc. Et puis, il faudrait aussi réfléchir. Il l'a gardé à l'échelon international. Alors, oui, mais finalement, c'est une histoire de succès en un an. La fédération qui est en train de se restructurer, lui qui a toujours son rôle au niveau des instances internationales, Sarah Bekri qui a été la révélation, les parents qui sont contents et le public qui est content. Donc tout le monde gagne. Donc les faux problèmes qui tuaient des champions. Non, on va dire que clairement, il y a lieu de mettre en place un nouveau mode de gouvernance. C'est ce qu'on est en train de faire. Encore une fois, ça ne prendra pas 1 an ou 2, ça prendra 3-4 ans. Mais on est en bon chemin. Alors, on a dit quelque chose d'important, changer les mentalités. Changer les mentalités des hommes, changer les mentalités des responsables, des dirigeants sportifs. Est-ce qu'on peut le faire sans changer le cadre législatif aussi, dans de nouveaux cadres juridiques? Ben non, c'est le 4e axe de la stratégie. On a lancé, en 9 mois quand même, on est arrivé à faire passer une loi au niveau du Conseil de gouvernement, Conseil des ministres, première chambre, deuxième chambre. Et là, ça sort dans le bulletin